Bismillah. Comment prépare-t-on une expédition? Quel matériel emporte-t-on? Quelle lecture doit-on faire? Quels sont les petits dangers et les grands? Personne ne l'a jamais écrit. Ce renseignement n'est pas disponible. La conception est simple, aussi simple qu'un livre bien écrit. Votre expédition va s'inscrire dans un cadre matériel composé de départ, direction, port d'escale et retour. Ces éléments peuvent être prédits avec une certaine exactitude dans les parties relativement bien connues du monde. Il est possible de savoir dans une certaine mesure quelles seront l'amplitude et l'heure des marées. On peut avoir une assez bonne idée du genre de bateau qu'il faut prendre, de la quantité de nourriture à emporter pour un équipage donné pendant une période donnée, des médicaments qui sont d'habitude nécessaires, tout ceci étant bien entendu sujet à des imprévus. Nous avions lu tout ce que nous avions pu trouver sur le Golfe, mais les ouvrages étaient rares et dans bien des cas, ils n'étaient pas clairs. Le Coast Pilot n'avait pas été mis à jour depuis plusieurs années. Quelques naturalistes spécialisés étaient allés dans le Golfe et à la façon des spécialistes, ils n'avaient rien vu de ce qu'ils ne voulaient pas voir. Clavigero, un jésuite du XVIIIe siècle, avait vu plus de choses que la plupart des autres et en avait rendu compte avec plus d'exactitude que la plupart des autres. Il existait des comptes rendus romantiques faits par des jeunes gens qui étaient allés dans le Golfe pour chercher l'aventure et qui, bien sûr, l'avaient trouvée. Le même élan romantique orienté vers des parcs à bestiaux ne serait pas déçu. Des renseignements disponibles ressortirent. Néanmoins, quelques faits, la mer de Cortés ou golfe de Californie est une étendue d'eau longue, étroite et très dangereuse. Elle connaît de violents et soudains orages de grande brutalité. Les mois de mars et d'avril sont d'habitude fort calmes et sans surprise, et les marées de mars et d'avril en 1940 furent particulièrement propices à la récolte le long du littoral. Les cartes de la région étaient pleines d'aplomb et d'assurances quant au tracé du cap et littoraux et profondeur, mais au bord de la côte, elles se faisaient toutes petites, marquant en pointillés les lagunes dont elles supposaient et supputaient les limites. Le Coast Pilot parlait avec sa fougue habituelle des mirages et de la traîtrise de la lumière. En passant du Coast Pilot à Clavigero, nous trouvâmes dans ces comptes rendus d'autres témoignages concernant des bateaux en perdition, des épaves éparses et des courants fantasques, 50 milles de mer particulièrement redoutables et redoutés. D'une part, le Coast Pilot, tel un vieux savant plein de prudence et de réserve, d'autre part, le vieux moine parlant des navires et des hommes perdus, de la famine sur les rivages inhospitaliers. En temps de paix, dans le monde moderne, si l'on fait preuve de prudence et de réflexion, il est relativement plus difficile d'être tué ou mutilé dans les endroits retirés du globe que dans les rues de nos grandes villes. Mais l'impulsion atavique au danger persiste et sa satisfaction a pour nom aventure. Cependant, notre aventurier n'éprouve aucune satisfaction à traverser Market Street, à San Francisco. Quand le feu est au vert pour les voitures, par contre, il ne lésinera pas sur les efforts ou la dépense pour aller se faire tuer dans les mers du Sud. Dans des eaux réputées pour être tumultueuses, il fera du canoë, il envahira les déserts sans provisions adéquates et il exposera son sang tolérant et non inoculé à des virus inconnus. Ça, c'est l'aventure. Il est possible que son ancêtre, las des attaques routinières des Machairodus, ait regretté le bon vieux temps des pétrodactyles et des tricératops. Nous n'avions aucune impulsion à l'aventure. Nous avions l'intention de récolter certains jours à certaines heures indiquées par les annuaires des marées, des animaux marins dans un endroit lointain. Pour y parvenir, il nous fallait dans toute la mesure du possible éviter l'aventure. Nos plans, nos provisions et notre équipement devaient être plus et non moins que suffisants. Aucun d'entre nous n'était en proie à ce curieux ennui intérieur qui fait les aventuriers et les joueurs de bridge. Notre premier problème consistait à affréter un bateau. Ce bateau devait être assez robuste et assez grand pour aller en mer, assez confortable pour que nous puissions y vivre pendant 6 semaines, assez spacieux pour que nous puissions y travailler. Il devait avoir un tirant d'eau assez faible pour pouvoir pénétrer dans de petites baies. Les sardiniers de Monterey
étaient exactement ce qu'il nous fallait. Ce sont des bateaux tout à fait fiables, dotés de logements confortables et de soutes spacieuses. En outre, pendant les mois de mars et d'avril, la saison de la sardine est terminée, et ces bateaux sont désarmés. Nous pensions qu'il nous serait facile d'affréter un de ces bateaux. Il devait y en avoir près d'une centaine ancrés derrière la digue. Nous allâmes sur la jetée et fîmes courir le bruit que nous cherchions à affréter un de ces bateaux. Le bruit courut, certes, mais nous ne fûmes pas submergés de propositions. En fait, personne ne nous proposait de bateau. Ce n'est que graduellement que nous nous rendîmes compte de l'état d'esprit des patrons de bateaux. Notre projet les mettait mal à l'aise. Italiens, slaves ou parfois japonais, ils étaient avant tout des pêcheurs de sardines. Ils désapprouvaient même que des pêcheurs allaient pêcher d'autres espèces de poissons. Ils ne croyaient carrément pas aux activités terrestres, construction de routes, industrie ou maçonnerie. Ce n'était pas de leur part une question d'ignorance, mais de force. Le caractère unidirectionnel de la pensée et de l'émotivité de ces hommes était entièrement orienté sur la pêche à la sardine. Nous en eûmes un exemple par la suite. Quand nous fûmes en mer, Hitler envahissait le Danemark et remontait lentement vers la Norvège. L'invasion de l'Angleterre risquait de commencer d'un jour à l'autre. Notre radio était plein de bruit, parasites, et le monde courait à sa perte. Finalement, au milieu de toute la friture et des bruits des ondes courtes, un de nos marins établit le contact avec un autre bateau. Voici ce que donna la conversation. Ici le Western Flyer. C'est toi, Johnny? Oui, c'est toi, Sparky? Oui, c'est Sparky. T'as pris combien de poissons? Rien que 15 tonnes. On a loupé un banc aujourd'hui. Et vous, combien vous en avez? Nous, on pêche pas. Pourquoi? Nous on va dans le golfe pour récolter des étoiles de mer, des bestioles, des trucs comme ça. Ah ouais? Bon, eh bien, Sparky, je vais libérer la fréquence. Attends, Johnny, tu dis que vous avez que 15 tonnes? C'est ça. Si tu parles à mon cousin, dis-le lui, hein. Tu veux bien? Ouais, je lui dirai, Johnny. Terminé pour Western Flyer. Terminé. Hitler envahissait le Danemark et la Finlande. La France était tombée. La ligne Maginot était perdue. Nous ne le savions pas, mais nous connaissions la pêche de tous les bateaux à 400 milles à la ronde. Cela tenait tout simplement au caractère unidirectionnel de ces hommes. Un homme ne peut donner ce qu'il a. Voilà à quoi nous avons eu affaire quand nous avons voulu louer un bateau. Ce n'est pas que les patrons se fussent méfiés de nous, ils ne nous écoutaient même pas, car ils avaient du mal à croire à notre existence. Nous étions manifestement ridicules. En attendant, le temps passait et nous commencions à nous faire du souci. Finalement, un patron qui avait des difficultés financières nous proposa son bateau pour un prix raisonnable. Et nous allions accepter quand il augmenta son prix de façon impossible, puis se sauva. Ce qu'il avait fait l'horrifiait. S'il avait augmenté son prix, ce n'était pas pour nous voler, mais pour ne pas être obligé de partir. Le problème bateau devenait grave quand Anthony Berry entra dans la baie de Monterey à bord du Western Flyer. L'idée de nous louer son bateau ne choqua point Tony Berry. Il avait déjà loué au gouvernement pour le marquage du saumon dans les eaux de l'Alaska. Et les absurdités lui étaient familières. C'était en outre un homme intelligent et tolérant. Il savait qu'il avait des petites manies et que certains de ses amis en avaient aussi. Il voulait bien nous laisser faire toutes les inepties que nous voulions du moment que nous payions un prix correct, nous lui disions où aller, nous n'insistions pas pour qu'il mette son bateau en danger, nous rentrions le jour prévu, nous ne le mêlions pas en nos inepties. Son bateau était libre, et Tony voulait bien partir. C'était un jeune homme calme et très sérieux, un bon patron. Il connaissait quelque chose à la navigation, ce qui est rare chez les marins pêcheurs, et il possédait une prudence naturelle que nous admirions. Son bateau était neuf, confortable et propre, et les moteurs étaient en parfait état de fonctionnement. Nous décidâmes d'affréter le Western Flyer. Il faisait 24 mètres le long et avait un bau de 8 mètres. Son moteur, un diesel de 165 chevaux, à transmission directe avec inverseur, lui permettait de filer 10 nœuds dans le rouf. Il y avait une roue à l'avant, puis une chambre de navigation qui servait aussi de centrale radio. Ensuite, un poste d'équipage très confortable et derrière la cuisine.
Après cette cuisine, une grande écoutille donnait accès à la cale à poisson, et après l'écoutille, il y avait le plateau tournant et le rouleau de la scène tournante. Il portait deux canons, un de 6 mètres, l'autre de 3. Son moteur avait de quoi vous réjouir le cœur, car il était impeccablement propre. L'huile rendait ses pièces mobiles, brillantes et humides, tandis que la couche récente de peinture verte sur le carter était éclatante. Le sol de la chambre des machines était propre, et tous les outils, parfaitement briqués, étaient accrochés à leur place. Un seul coup d'œil sur la chambre des machines suffisait à vous inspirer confiance dans le patron. Nous avions vu d'autres moteurs de la flottille de pêche, et la perfection de celui du Western Flyer n'était certes pas généralisée. Pour composer notre équipage, nous engageâmes Tex Travis, mécanicien, ainsi que Sparky Enea et Tini Colletto, macro. Ils avaient tous trois quelques répugnances à partir car toute cette affaire était dingue. Aucun d'entre nous n'était jamais allé dans le golfe, bien que le patron fût déjà descendu jusqu'au cap San Lucas, et le golfe avait vraiment mauvaise réputation. L'équipage qui accepta de nous accompagner était plutôt méfiant. Nous n'avons jamais pu définir à quel moment précis se manifesta le changement d'attitude à notre égard, mais il advint très rapidement. Peut-être était-ce dû au fait que Tony Berry avait la réputation d'être un homme prudent qui ne s'amusait pas à faire des bêtises, ou peut-être n'était-ce que du pur soulagement à l'idée que l'affaire fut enfin réglée. Tout d'un coup, nous fûmes submergés par un afflux de bonne volonté. Des hommes nous offrirent de nous accompagner sans être payés. Sparky se vit proposer pour sa place un prix supérieur à ce que nous devions lui payer. Il lui suffisait de céder sa place et de rester à Monterey pour y dépenser cet argent. Sparky refusa. Notre projet était devenu honorable. On nous proposait plus d'aides que nous n'en pouvions utiliser, et suffisamment de conseils pour manœuvrer les marins du monde entier. Nous ne savions pas ce que notre équipage pensait de l'expédition, mais par la suite, sur le terrain, ils devinrent de bons récolteurs. Un peu émotifs parfois, comme lorsque Tini, furieux d'avoir été pincé, déclare une guerre d'extermination aux crabes de l'espèce de Sully Lightfoot, mais dans l'ensemble des récolteurs doués de bon goût et de vivacité. Le contrat d'affrètement fut signé avec dignité et solennité. Il est impossible de se montrer insouciant en présence d'un contrat d'affrètement, car la loi prévue ou s'est rappelé tous les cas de force majeure et les a inscrits comme possibilité, mais sur le ton de l'inévitable. C'est ainsi que vous apprenez ce qui doit être fait par vous ou par les autres en cas d'épave ou de rocher submergé, de mort en mer dans ses aspects les plus douloureux et les plus ahurissants, de dommages à l'acquis et au bordage, de manque d'eau et de mutinerie, après le contrat de mariage ou l'arrêt de mort. Le contrat d'affrètement d'un bateau est le document le plus sinistre qui ait jamais été rédigé. Les pénalités sont fixées pour l'une et l'autre partie, et si un matin au lever du soleil, vous vous retrouvez avec votre bateau en plein désert Moave, il vous suffit de consulter à nouveau le contrat d'affrètement pour y trouver à qui sont imputées la faute et la pénalité afférente. Il nous fallut plusieurs heures pour nous remettre du sentiment de solennité que le contrat d'affrètement avait fait peser sur nous. Nous nous dîmes que nous pourrions mener une existence plus exemplaire et payer nos dettes, et l'un d'entre nous, si ce n'est plusieurs, envisagea l'espace d'un instant d'horreur et de sainteté de faire vœu de chasteté. Toujours est-il que le contrat fut signé et que la nourriture commença d'être chargée sur le Western Flyer. La quantité de nourriture dont ont besoin cette personne pour subsister pendant 6 semaines est stupéfiante. Des caisses de spaghettis, des caisses et des caisses de pêche, d'ananas, de tomates, des fromages romano entiers, une foultitude de boîtes de lait, de la farine et du maïs moulu, des litres et des litres d'huile d'olive, de la sauce tomate, des crackers, des boîtes de beurre et de confiture, du ketchup et du riz, des haricots, du bacon et des conserves de viande, des légumes et des soupes en conserve, des tombereaux de vivres. Et tous ces vivres furent rapidement et joyeusement emmagasinés par l'équipage. Ils disparurent dans des placards sous de petites écoutilles pratiquées dans le plancher de la cuisine, et dans bien des cas descendirent dans la cale. Nous avions déjà fait beaucoup d'expéditions de récolte, mais surtout dans des intempéries.
Le matériel nécessaire pour récolter, fixer et entreposer les spécimens fut choisi sur la base de notre expérience dans d'autres zones et en prévision des difficultés imposées par un climat chaud et humide. Dans certains cas, notre choix se révéla bon, dans d'autres, fort mauvais. À bord d'un petit bateau, il faut une bibliothèque compacte et accessible. Nous avions construit une caisse en bois solide, renforcée de pièces d'acier, dont le devant se rabattait pour faire bureau. Cette caisse peut contenir une vingtaine de gros volumes et renferme deux classeurs, l'un pour les tirer à part, réimpression d'articles scientifiques, et l'autre pour la correspondance dans une petite boîte métallique. Il y a des stylos, des crayons, des gommes, des trombones, du ruban métallique, des ciseaux, des étiquettes, des épingles, des élastiques, etc. Dans un autre compartiment se trouve un fichier format carte postale. Il y a des niches pour les enveloppes, les grands tirés à part, les petits tirés à part, le papier machine, les carbones, une boîte pour l'encre de Chine et la colle. La construction du rabat prévoit un espace pour une machine à écriture portative, une planche à dessin et une équerre. Un long espace étroit est destiné à recevoir les cartes enroulées, fermées. Cette caisse compacte et complète mesure 61 cm de long sur 46 de large et 46 de haut. Une fois chargée, elle pèse entre 140 et 148 kg. Elle était conçue pour être posée sur une table basse ou une couchette inutilisée. Son gros avantage réside dans le fait qu'elle est compacte, complète et accessible. Elle fut transportée à bord du Western Flyer. Il n'y avait pas de table où la poser. Elle ne tenait pas sur une couchette. On ne pouvait pas la mettre sur le pont à cause de l'humidité. Pour finir, elle fut arrimée à la lisse, au-dessus du roof, couverte de plusieurs épaisseurs de bâche, et maintenue avec un cordage, à cause du roulis. Il n'était pas question qu'elle ne soit pas fixée de façon permanente. Il fallait une dizaine de minutes pour enlever la bâche, détacher le cordage, ouvrir le couvercle, se glisser entre deux caisses d'orange, lire à l'envers le titre du livre recherché, retirer le livre, refermer, réarrimer et recouvrir la caisse. N'empêche que s'il y avait eu une table basse ou une grande couchette, cette caisse aurait été idéale. À cause de plusieurs petites erreurs, telles que celle-ci, nous avons tiré la conclusion que tout voyage de prélèvement dans des régions à peu près inconnues devrait être effectué deux fois. Une fois pour faire des erreurs, une fois pour les corriger. Les plus grandes difficultés résident en partie dans le fait que les précédents récolteurs n'ont jamais fait état du matériel emporté, de son succès ou de son échec. Nous avons l'intention d'y remédier dans notre compte rendu. La bibliothèque comportait tous les tirets avares disponibles, à l'époque sur la faune panaméenne et celle du Golfe. Des ouvrages tels que le Johnson et Snooks, le Ricketts et Calvin, le Russell et Young, le Flatterly et Walton, le West Coast Shells, coquillage de la côte ouest, de Keep, la monographie des astéries, en 3 volumes, de Fisher, la monographie des brachyures, de Rathburn, Marine décapode, Crustaica of California, crustacés décapodes marins de Californie, de Schmidt, Hydroids, hydraires, de Fraser, Marine Fishes of Southern California, poissons de mer de la Californie du Sud, de Barnhart, des Coast Pilots pour toute la côte du Pacifique, des cartes marines à grande ou petite échelle de toute la région que nous devions parcourir. Le matériel photo et cinéma était plus qu'adéquat car il ne fut jamais utilisé. Il comprenait un bon réflexe allemand et une caméra 8 mm, avec trépied, pose-mètre et tout. Seulement nous n'avions pas d'opérateur. Pendant les marées basses, nous étions tous occupés à récolter. Nous n'avions pas le temps de nous sécher les mains et de photographier la scène de la récolte. Ensuite, il était si important d'anesthésier, de tuer, de fixer et d'étiqueter des spécimens que nous ne prenions toujours pas de photos. C'était une erreur de personnel. Il devrait y avoir un opérateur qui ne fait rien d'autre que de photographier et de filmer. Notre matériel de récolte était bon. Nous emportions des pelles, de petites pinces à l'évier pour détacher les ormeaux, des filets, des épuisettes, des coffrets de pêche en bois et un certain nombre de lampes électriques à 7 piles pour les récoltes nocturnes.
Boîtes et récipients semblaient être chargés interminablement dans la cale du Western Flyer. Des coffrets de pêche en bois contenant les sillons, 20 tonneaux en pin avec des cercles galvanisés d'une contenance de 15 et 30 gallons, des caisses de bocaux d'un gallon, des bocaux à couvercle à vis d'un quart de gallon, d'une pinte, de 8 onces, de 5 onces et de 2 onces, plusieurs douzaines de fioles à bouchons en 4 tailles principales, 100 x 33 mm, 6 drachmes, 4 drachmes et 2 drachmes. Il y avait aussi 8 bocaux à couvercle à vis de 2 gallons et demi. Avec tout ça, nous nous trouvâmes quand même à court de récipients et avant la fin de l'expédition, nous fûmes obligés de bourrer ceux dont nous disposions. C'était fâcheux car beaucoup d'animaux délicats devraient être fixés séparément pour prévenir tout dommage. Pour ce qui est des produits chimiques, nous embarquâmes un tonneau de 15 gallons de formol USP et un tonneau de 15 gallons d'alcool dénaturé. Quantité d'alcool très insuffisante puisque nous dûmes nous refournir à Guyamas. Où nous achetâmes 10 gallons d'alcool de sucre pur. Nous avions emporté 2 gallons de sulfate de magnésium pour anesthésier et là encore nous nous trouvâmes à court et dûmes en racheter à Guyamas. Menthol, acide chromique et novocaïne, tous trois destinés à décontracter les animaux, étaient inclus dans notre stock de produits chimiques. En ce qui concerne le matériel de préparation, il y avait des lames de verre et de la ficelle pour mettre à plat les chitons, beaucoup de gants en caoutchouc, des verres gradués, des pinces et des scalpels, notre microscope binoculaire Bosch et Lomb AKW était équipé d'une lampe de 12 volts. Mais sur le bateau, avec le roulis, la lampe était si difficile à utiliser que nous préférions nous servir d'une torche électrique. Nous disposions de plateaux avec des logettes en fer galvanisé d'une contenance de 15 à 20 gallons pour la première fixation et conservation, et de plateaux émaillés et de plateaux en verre pour étaler les spécimens, plus un petit aquarium d'examen. La trousse médicale avait été l'objet de pas mal de réflexions. Elle comprenait du non-butal, de l'acide picrique pour les brûlures de soleil, 1000 capsules de quinine à 0,1296 g, de la pommade d'oxyde de mercure à 2% pour les coupures d'anatifs, des laxatifs, de l'ammoniac, du mercurochrome, de la teinture d'iode, des alcaloïdes ainsi que du whisky à des fins médicinales. Ce dernier ne survécut pas à nos adieux, mais puisque personne ne fut malade de toute la durée du voyage, il faut croire qu'il fut tout à fait efficace.